Dans ma première vidéo sur les plus grandes rivalités de la génération Catch Attack, j'avais parlé de 3 rivalités qui m'avaient marqué et qui selon moi définissaient cette génération. Mais bien sûr, vous avez été nombreux à me dire que bien d'autres rivalités vous avaient marqué à cette époque, et donc aujourd'hui on remet le couvert et je vais vous parler de 3 autres des plus grandes rivalités de la génération Catch Attack. Avant de commencer, si vous êtes fan de catch mais que vous faites partie des 80% qui sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, et également à proposer au bouton like de designer sa tenue pour le main event de WrestleMania, de le faire attendre jusqu'à la dernière minute et au final de lui sortir la tenue du Shockmaster. Allez, sans plus attendre, revenons au milieu des années 2000 pour parler des meilleures rivalités de la génération Catch Attack, partie 2. Quand cette rivalité commence, on est en 2006, mais il faut d'abord revenir un petit peu plus tôt à WrestleMania 21 où Edge remporte le premier Money in the Bank de l'histoire, ce qui lui garantit un match de championnat quand il veut, où il veut. Pendant toute l'année 2005, Edge va se promener avec sa mallette, mais globalement, petit à petit, les gens oublient un peu le principe et personne ne sait comment Edge va finalement utiliser sa mallette. Lors du premier pay-per-view de l'année 2006, New Year's Revolution, Mr. Money in the Bank affronte Ric Flair dans un match pour le titre intercontinental qu'il va perdre par disqualification. Mais comme on va le voir, le titre intercontinental est le dernier des soucis de Edge. Dans le main event de la soirée, John Cena défend son titre dans l'Elimination Chamber contre Carlito, Chris Masters, Kane, Shawn Michaels et Kurt Angle. Le champion a la pire des places puisqu'il ouvre le match face à Shawn Michaels et doit survivre à tous les autres participants s'il veut conserver son titre. Carlito va entrer en 3ème position, suivi par Kurt Angle qui lui placera son ankle lock, mais il ne parviendra pas à l'éliminer puisque Chris Masters, qui à l'époque était allié avec Carlito, entrera en 5ème position pour sauver son partenaire. D'ailleurs, à la surprise générale, le premier éliminé sera Kurt Angle, ce qui est un choix plutôt douteux. Ceci dit, c'est pas aussi douteux que ce move de Ric Flair en début de show, voilà, ça c'est gratuit. Mais ceux qui vont briller dans cette Elimination Chamber, c'est Carlito et Chris Masters, ce qui est plutôt étonnant quand on voit la suite de leur carrière, mais ils vont réussir à éliminer Kane, le dernier entrant, et Shawn Michaels avant que Carlito trahisse son ami pour se retrouver en finale face à John Cena. Malheureusement pour le Puertoricain, sa trahison ne sera pas très rentable, puisqu'à peine a-t-il éliminé son pote que John Cena le surprend et l'élimine pour remporter le match et conserver son titre. Cena a réussi à créer l'exploit dans ce match dévastateur qui est l'Elimination Chamber, et il a le visage couvert de sang à la fin du match et il est complètement épuisé. Alors que Cena reprend petit à petit ses esprits, Vince McMahon, qui à l'époque était dans l'optique de faire absolument ce qu'il voulait pour son propre amusement, fait son entrée et annonce que la soirée n'est pas finie. Il félicite d'abord Cena pour sa performance, mais dit qu'il y a encore un match ce soir. Il annonce qu'un homme va cash in son Money in the Bank qu'il a obtenu à WrestleMania et qu'un match pour le titre va avoir lieu maintenant. John Cena va défendre le championnat de la WWE contre Edge. Tous ceux qui regardaient à cette époque-là se souviennent de ce moment. Personne ne s'attendait à ce que la mallette soit utilisée ce soir-là, et d'ailleurs la plupart d'entre nous en avions même oublié l'existence. Et au moment où on s'y attend le moins, Edge choque le monde en encaissant sa mallette et remporte le match face à John Cena pour devenir le nouveau champion de la WWE, et c'est comme ça que va naître le personnage de l'opportuniste ultime. Bien sûr, John Cena ne va pas accepter cette défaite et réclame une revanche. Mais la revanche n'aura pas lieu au Raw suivant puisque cette soirée sera dédiée à la mémorable célébration d'Edge et Lita qui sera interrompue par Ric Flair que John Cena viendra sauver d'une attaque de Edge. La rivalité avec Cena va continuer, mais l'ancien champion n'aura pas sa revanche avant le Royal Rumble puisque c'est d'abord Ric Flair qui aura un match de championnat incroyable face à Edge en TLC à Raw. Et enfin, au Royal Rumble 2006, John Cena aura sa revanche sur Edge et récupérera le titre en faisant abandonner le champion. Bon, c'était un petit peu décevant que Cena récupère le titre aussi rapidement, mais tout ça était uniquement dans le but de mener à son match face à Triple H à WrestleMania 22 que Cena remportera pour conserver son titre. Dans le même show, Edge affrontera Mick Foley dans une masterclass qu'il faut absolument voir si c'est pas déjà fait, dont il sortira également vainqueur. Lors du Raw suivant WrestleMania 22, alors que Triple H va chercher à obtenir une nouvelle chance pour le titre, Edge va se mêler à la rivalité en prétendant que The Game a déjà eu son opportunité et qu'il est maintenant temps pour lui de céder sa place. Mais plutôt que de faire un choix, à Backlash 2006, John Cena défendra son titre dans un triple menace face à Triple H et Edge, mais parviendra quand même à conserver son titre en surprenant Triple H avec un roll-up au terme d'un match vraiment cool. Et alors qu'on pensait que la rivalité entre Edge et John Cena s'était à nouveau éteinte et qu'au final elle était pas si incroyable hormis la surprise du cash-in et ce triple menace, tout va changer à ECW One Night Stand 2006. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce show, donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller la voir, mais pour aujourd'hui on va simplement se concentrer sur le main event entre Rob Van Dam et John Cena pour le titre de champion de la WWE. Ce soir-là, le public est bien sûr à 200% derrière Rob Van Dam, mais il se retrouve tout de même en difficulté lorsque John Cena lui place son FU à l'extérieur du ring. Et soudain, alors qu'on croit que tout est fini pour Rob Van Dam, un homme vêtu d'un long manteau et d'un casque de moto porte un spear sur le champion à travers une table. L'homme qui se tient maintenant au centre du ring va retirer son casque pour révéler le visage de la superstar classée X, Edge.
Et même si à ce moment-là c'est un heel par excellence, détesté de tous, l'opportuniste ultime reçoit une ovation monumentale du public et des chants le remerciant pour ce qu'il vient de faire. Le public ne s'y trompe pas puisque Rob Van Dam va placer son frog splash sur Cena et grâce à l'arrivée de Paul Heyman pour officialiser le tombé, Mr Monday Night devient champion de la WWE. Malheureusement, la joie de voir Rob Van Dam champion du monde ne sera que de très courte durée, mais en réalité cette partie nous intéresse d'une part parce que Edge est responsable de la défaite de Cena et d'une autre part parce que lors du Raw du 3 juillet 2006, un triple menace pour le titre de la WWE sera organisé entre le champion Rob Van Dam, Edge et John Cena. Alors que le public est à fond derrière Rob Van Dam et qu'il affronte John Cena dans le ring avec Edge à l'extérieur, Cena parvient à placer son FU sur Rob Van Dam, mais à peine se relève-t-il que l'opportuniste ultime, profitant de l'absence de disqualification dans les triples menaces, va frapper Cena avec la ceinture, couvrir Rob Van Dam et 1, 2, 3, Edge redevient champion de la WWE. À ce moment-là, j'avoue que c'était très compliqué d'apprécier Edge, d'une part parce qu'il avait encaissé sa mallette face à Cena à New Year's Revolution, et d'une autre part parce qu'il avait pris le titre à Rob Van Dam qui était très over. Mais justement, ce qui fait que selon moi cette rivalité est l'une des meilleures de la génération Catch Attack, c'est le travail de Edge en tant que heel qui est vraiment parfait, et face à John Cena, l'opposition est juste excellente. La semaine suivante, on va avoir droit à cette scène qui fait partie également des plus mythiques de l'époque, avec la célébration de Edge et Lita à l'hôtel. Edge commande une bouteille de champagne, et alors que quelqu'un toque pour supposément lui amener ce qu'il a demandé, c'est en fait John Cena qui rentre dans la chambre et commence à tabasser Edge dans toutes les pièces, et il va même avoir la générosité de nourrir Edge, ce qui est vraiment cool. En représailles, Edge ira rendre visite à John Cena chez lui, mais se confrontera à son père. Bon, déjà le boss il va mettre un quart d'heure avant de réaliser qu'il y a quelqu'un chez lui, mais en plus de ça, il va manger une espèce de claque, ce qui me fait vraiment me dire que le père de Cena à l'époque, je sais pas ce qu'il avait, mais sa passion c'était vraiment de se faire tabasser le plus souvent possible. Tout ça mènera à une revanche à SummerSlam 2006 avec une stipulation particulière. Si Edge se fait disqualifier, il perd le titre. Cette stipulation avait été ajoutée suite au Saturday Night Main Event du 15 juillet 2006 où Edge, qui défendait son titre face à John Cena, avait perdu par disqualification grâce à Lita, mais avait donc conservé son titre. D'ailleurs, SummerSlam 2006 a lieu à Boston, Massachusetts, qu'on peut considérer comme étant la ville de John Cena, même si en réalité il vient de West Newbury qui est dans le même état. Et même si cette information peut paraître insignifiante aux yeux de certains, ça aura son importance plus tard dans la rivalité. Le match est vraiment cool et raconte très bien l'histoire qu'il doit raconter, avec Lita qui tente sans cesse d'intervenir mais qui se fait toujours rappeler à l'ordre par Edge qui ne veut pas perdre son titre. Et alors que l'arbitre ne la voit pas, Lita va donner un point américain à son partenaire pour lui donner un avantage considérable. Mais Edge ne pourra de toute façon pas s'en servir tout de suite puisque Cena va le saisir pour son FU, mais Lita va sauter sur le dos de son homme pour empêcher Cena de lui placer son finisher. Cena, en gentleman qu'il est, va généreusement reposer Lita. Ah non, il va lui lâcher son FU en fait. Mais Edge profite pour descendre de son dos et le frapper avec le point américain pour remporter le match et conserver son titre. Lors du Raw du 21 août 2006, suite à la victoire de son compagnon à SummerSlam, Lita va lancer la ceinture de champion introduite par John Cena dans le détroit de Long Island. Edge va en fait utiliser cette scène pour introduire son nouveau titre avec son logo et annoncer la fin de l'ère de John Cena. Peut-être que beaucoup seront pas de mon avis et vont me sauter à la gorge, mais personnellement j'étais giga fan de la ceinture Rated R de Edge. Je saurais même pas dire pourquoi parce que j'étais loin d'être pour que tout le monde customise la ceinture à son effigie, mais celle-là je la trouvais vraiment cool. Cena va attaquer Edge lors de son match plus tard dans la soirée et le balancera dans le même détroit, encore un moment vraiment cool de cette rivalité. Mais suite à cette action, la semaine suivante, Edge va demander à ce que Cena soit licencié, mais ce dernier va lui offrir une alternative. Si Edge accepte de défendre son titre une dernière fois et qu'il bat John Cena, ce dernier quittera Raw pour signer un contrat avec SmackDown. C'était vraiment cool à cette époque, d'une part parce qu'on avait vraiment des légendes que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown, et qu'en plus la séparation entre les deux rosters était vraiment nette et on avait très peu d'interactions entre Raw et SmackDown. Edge va accepter à la condition qu'il choisisse le lieu et la stipulation, et il décidera de défendre son titre face à John Cena dans un TLC match à Unforgiven 2006 dans sa ville natale de Toronto au Canada. Encore une bonne idée de la WWE, puisque John Cena avait eu son match dans sa ville, c'était maintenant au tour de Edge d'avoir cette chance, et d'ailleurs ce match d'Unforgiven est juste excellent, il faut absolument le voir si c'est pas déjà fait. Edge va faire son entrée sous une ovation monumentale de la foule de chez lui et on ressent son émotion, même s'il est censé être heel, le mec entre sur place comme le plus grand face de la WWE. Cena quant à lui se fera bien sûr huer comme il faut par le public, comme à One Night Stand face à Rob Van Dam, mais il reste concentré sur son objectif. Edge a un double avantage puisqu'en plus d'être chez lui, il défend son titre dans une stipulation qui est sa spécialité et qui l'a rendu populaire aux côtés de Christian, le TLC. L'arbitre attache la ceinture qui s'élève au centre du ring et c'est parti. L'un de ces deux hommes va devoir décrocher la ceinture pour remporter le titre. Le match va commencer comme un match classique avec des réactions excellentes du public qui va huer chaque offense de Cena et célébrer chaque prise portée par Edge. Le champion va rapidement introduire deux chaises pour prendre le dessus sur son challenger et va continuer son offense avec un move hyper original en lâchant un dropkick sur une échelle depuis la barricade pour détruire Cena.
Le match est vraiment cool, avec un public giga investi, je vous le conseille vraiment parce que les deux hommes passent plus de temps à essayer de se détruire mutuellement qu'à aller chercher la ceinture, ce qui donne lieu à des spots vraiment stylés, notamment ce spear en hommage à celui de WrestleMania 17. Et sur la fin, on va avoir des dingueries alors que Cena s'apprête à décrocher la ceinture. Lita débarque et fait tomber le challenger à travers une table à l'extérieur. Edge en profite pour se relever comme il peut et aller décrocher le titre de champion. Mais Cena revient et suite à un coup de chaise de Lita, il tombe sur l'échelle qui chute et envoie le champion s'écraser sur une table à l'extérieur. John Cena, qui n'en peut plus des interventions, va lâcher un FU sur Lita sous une ovation du public et monte une nouvelle fois à l'échelle pour décrocher le titre. Mais John Cena a perdu trop de temps. Edge revient dans le ring et le rejoint au sommet d'échelle. Les deux hommes échangent des coups et Cena prend le dessus en mettant Edge sur ses épaules. Et là, vous l'attendiez tous, ce moment qu'on a tous vu et qui est vraiment caractéristique de cette rivalité, Edge se prend un FU au travers des deux tables qui étaient superposées dans le ring. John Cena va ensuite attraper la ceinture et la décrocher pour remporter le match et mettre un terme à cette rivalité incroyable. Comme je l'ai dit, ce qui a vraiment rendu cette rivalité excellente selon moi, c'est le talent de Edge en tant que heel. Le mec en avait absolument rien à faire. À chaque show, il était à deux doigts de faire des dingueries avec Lita, il claquait le père de Cena avec zéro vergogne, il lâchait des promos excellentes et il ne pensait qu'à lui-même, et même la pauvre Lita, quand il n'en avait plus besoin, bah c'était plus son problème. Enfin bref, le talent de Edge pour se faire détester, cumulé à de très bons matchs et à un retour de la rivalité en 2009, ont fait que la rivalité entre Cena et Edge reste encore aujourd'hui une masterclass de la génération Catch Attack. Chris Jericho et Shawn Michaels s'étaient bien sûr déjà affrontés par le passé, avec notamment leur excellent match à WrestleMania 19, mais quand cette rivalité commence, l'attention n'est pas initialement portée sur Y2J et le Heartbreak Kid. La rivalité qui va tout lancer, c'est celle entre Shawn Michaels et Batista, dans laquelle l'animal reproche à Michaels d'avoir mis un terme à la carrière de Ric Flair à WrestleMania 24. Le Heartbreak Kid va se défendre en disant que Ric Flair lui avait explicitement demandé de ne pas se retenir et de tout donner, même si cela impliquait de mettre fin à sa carrière. Chris Jericho va se mêler à cette rivalité puisqu'il organise son Highlight Reel, un talk show absolument excellent pour que les deux hommes se confrontent. Jericho va se mêler de cette histoire en accusant Michaels de passer sa carrière à poignarder ses amis dans le dos et que Ric Flair n'est qu'une autre victime de la traîtrise de Shawn Michaels. Mais HBK ne va pas supporter les insultes de Jericho et va lui placer son switch in music sous une ovation de la foule pour le faire taire. C'est important de préciser que quand la rivalité débute, Jericho, Shawn Michaels et Batista sont tous les trois face, ce qui est vraiment cool et original parce qu'en plus on peut comprendre le point de vue de tous les hommes et personne ne semble être complètement dans le faux. Un match sera donc organisé pour Backlash 2008 entre Michaels et Batista pour régler leurs différends avec Jericho en arbitre spécial. Le match entre les deux hommes est cool mais sans plus, et alors qu'on s'attend à un match plutôt classique et que Batista prépare sa Batista bombe sur Shawn Michaels, ce dernier parvient à s'en échapper et retombe sur ses pieds, mais son genou gauche cède sous son poids et le Heartbreak Kid se tord de douleur. Jericho va mettre le match en pause entre guillemets, le temps de vérifier que Michaels peut continuer le match, et malgré sa blessure, Shawn Michaels va faire comprendre à Chris Jericho qu'il peut continuer le match. Alors que le combat s'apprête à reprendre, HBK se relève et surprend l'animal en lui plaçant son switch in music avec un genou en moins et le couvre pour le compte de 3. Et c'est là que la rivalité va réellement débuter. Chris Jericho est convaincu que Michaels a simulé la blessure pour battre Batista et lors du Raw suivant Backlash, il lui offre un trophée pour le féliciter de son jeu d'acteur, faisant croire à tout le monde qu'il était réellement blessé. Michaels maintient qu'il était réellement blessé au genou et un match est organisé entre les deux hommes pour Judgment Day 2008. Mais la semaine suivante, après que Jericho lui ait assuré que la blessure de Michaels était fausse, William Regal, le GM de Raw, va organiser un match par équipe avec Jericho et Michaels face à Morrison et le Miz. Shawn Michaels va boiter lors de son entrée, continuant de montrer que son genou le fait souffrir et ne va d'ailleurs pas participer au match à part à la fin où il va placer son switch in music sur Morrison pour permettre à Jericho, l'homme légal, de remporter le match. L'alliance entre les deux hommes et le visage de Michaels durant cette soirée vont créer des doutes dans l'esprit de Jericho. Le 12 mai 2008, lors de Raw, Chris Jericho va s'excuser auprès de Michaels pour avoir douté de lui et va demander l'annulation du match à Judgment Day. Mais alors que Jericho a changé d'avis, HBK va faire son entrée pour annoncer que Y2J avait raison depuis le début et que sa blessure était bien fausse. Il va d'ailleurs aller jusqu'à placer son switch in music sur son adversaire de Judgment Day pour lui prouver que son genou était en parfaite santé. À cette époque, Michaels avait en fait dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour battre Batista à Backlash comme il l'avait fait pour battre Ric Flair à WrestleMania, y compris si ça impliquait de tricher. Le match à Judgment Day est vraiment bon, avec une construction autour des vraies ou fausses blessures, tantôt de Michaels avec le genou puis les côtes, et tantôt de Jericho qui va simuler une blessure lui aussi pour éviter le switch in music de Michaels. C'est finalement HBK qui remportera le match avec un roll-up et les deux hommes vont se serrer la main à la fin du match en rappel de leur affrontement à WrestleMania 19. Mais la feud ne faisait que commencer. Alors que Batista prend sa revanche
revanche face à Michaels lors de One Night Stand 2008 dans un match de la civière pour clôturer leur rivalité. Jericho va effectuer son heel turn dans un épisode du Highlight Reel quelques semaines plus tard en traitant HBK de menteur et de tricheur et en critiquant les fans qui l'encouragent. Michaels va rejoindre Jericho dans le ring et c'est marrant parce que Jericho va dire que quoi que Shawn Michaels fasse, le public va continuer à l'encourager et il a totalement raison puisque dans cette feud, HBK a finalement plus le rôle du heel que son adversaire mais le public l'encourage tout de même. Mais malgré ça, Jericho va s'affirmer en tant que heel en attaquant Michaels avant de le balancer dans l'écran de son show dans un moment absolument mémorable de la génération Catch Attack qui pour certains a rappelé la trahison de Michaels sur Marty Jannetty en 92. Après que Michaels ait coûté le titre intercontinental à Jericho lors de Night of Champions 2008, un match entre les deux hommes sera organisé pour le Bash 2008. Cette fois-ci, Jericho va prendre à cœur son rôle de heel avec son manager Lance Cade et exploite durant tout le match les faiblesses de Michaels. Y2J va s'en prendre à l'œil blessé de HBK, à ses côtes qui ont été fragilisées dans leur match à Judgment Day et à son dos qui est son principal point faible connu de tous. Leur match est vraiment cool et totalement différent de leur affrontement à Judgment Day et on ne peut pas s'attendre à moins de la part de ces deux légendes. Mais le match, qui est déjà d'une violence certaine, va partir à un niveau au-dessus alors que Jericho place un coup de coude en plein dans l'œil blessé de Shawn Michaels. Et là, HBK va littéralement pisser le sang. En pleine PG era, c'était pas du tout commun de voir ça. Un peu de sang de temps en temps, ça arrivait, mais là Michaels a vraiment le visage couvert de sang, c'est vraiment impressionnant. Jericho va ensuite se lâcher sur Michaels qui, malgré quelques retours temporaires qui feront exploser le public, va se faire détruire par Jericho à tel point que l'arbitre sera obligé de mettre un terme au match, déclarant Jericho gagnant par KO technique. Ce qui est vraiment cool dans cette feud, c'est que grâce au talent de ces deux hommes, ils savent nous emmener exactement où ils veulent avec de très bons matchs qui racontent chacun une histoire différente et c'est vraiment hyper cool à suivre. Mais si pour moi cette rivalité a une si grande importance dans la génération Catch Attack, au-delà de sa qualité, c'est parce qu'elle va permettre de lancer ce nouveau personnage de Jericho qu'on a tous connu et haï alors qu'il va commencer à porter des costumes et à adopter un ton arrogant. Vraiment, je débutais le catch à cette époque et ma haine envers Y2J était infinie. C'était vraiment le heel par excellence. Hyper arrogant et qui insultait les fans, il était juste détestable. Mais c'était ça le talent de Jericho, il a su se réinventer tout au long de sa carrière et je compte bien sûr lui dédier une vidéo. Michaels va disparaître un petit peu des écrans pour vendre sa blessure à l'œil et Jericho va continuer la rivalité tout seul avec des promos de qualité. À SummerSlam 2008, Michaels fera son retour avec sa femme pour faire une annonce dans le ring et alors qu'on pensait tous qu'il allait annoncer sa retraite, il se fera interrompre par Jericho qui va lui demander d'admettre que c'est ce dernier qui a mis un terme à sa carrière. La tension va monter entre les deux hommes et Jericho va partir pour un coup de poing sur Shawn, mais ce dernier va l'éviter et c'est la femme de Michaels qui va prendre de plein fouet le coup de poing de Y2J. Et quand je dis de plein fouet, c'est vraiment de plein fouet parce qu'à cause d'un mauvais timing, le poing de Jericho a vraiment atteint le visage de Rebecca, la femme de Michaels. Alors que la violence et le côté personnel de la rivalité venaient de monter à un niveau supérieur, un match sans disqualification entre les deux hommes est organisé à Unforgiven 2008. Le match est vraiment bon et un aspect un petit peu sous-estimé que je trouvais vraiment cool, c'est le fait que contrairement à Jericho, Michaels ne vient pas en tenue de catch mais avec un jean et un débardeur noir, semblant montrer qu'il n'est pas là pour catcher mais pour réellement se battre. Le match est hyper violent avec Michaels qui libère toute sa haine sur son adversaire en représailles de l'attaque sur sa femme et il nous lâche des dingueries à tel point qu'une fois de plus, l'arbitre va arrêter le match puisque Jericho n'est plus capable de continuer. Alors je suis pas contradictoire, je reste contre l'idée de stopper comme ça un match sans disqualification, mais je pense qu'en fait ce match aurait carrément dû être un match ne pouvant pas se terminer par tomber, juste par stop de l'arbitre, ce qui aurait ajouté en crédibilité. Mais ceci dit, un tombé n'aurait pas forcément décrédibilisé Jericho, d'autant plus qu'il va se joindre au main event pour remporter le titre de champion du monde poids lourd qui était vacant, et de cette manière, le titre est ajouté à la feud entre les deux hommes. Et là, à No Mercy 2008, on va avoir un banger sans nom. Le Heartbreak Kid Shawn Michaels face au champion Y2J dans un ladder match pour le titre. Déjà, le ladder match, c'est une stipulation absolument excellente, mais avec ces deux catcheurs dans une feud aussi bonne, ça ne pouvait être que meilleur, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Franchement, c'était hyper cool de voir Michaels de nouveau dans la course au titre en 2008, et moi j'avais vraiment envie de le voir champion parce que depuis son retour, il nous proposait un run absolument parfait. Le match est absolument excellent avec des bumps impressionnants avec les échelles, notamment à travers la table des commentateurs et des rappels de leur rivalité avec des spots autour des blessures de Michaels, mais également du bon catch pur comme on l'aime. Mais la fin de ce match est encore plus insane avec les deux hommes qui parviennent chacun à récupérer un côté de la ceinture qui est décroché et tirent de toute leur force pour arracher le titre des mains de leur adversaire. Le côté dramatique de cette fin de match avec les fans qui espèrent tous que Jericho va lâcher était vraiment parfait. Mais Jericho va profiter de l'élan donné par Michaels pour lui placer un coup de boule qui fera lâcher le Heartbreak Kid et Y2J conserve son titre. La rivalité se conclura enfin lors du Raw du 10 novembre 2008 dans un Last Man Standing match qui sera remporté par Jericho suite à l'intervention de JBL qui commençait son excellente feud avec Michaels qui a également marqué la génération Catch Attack. C'est donc avec des matchs excellents et très variés et une histoire parfaitement racontée que Chris Jericho et Shawn Michaels ont régalé tous les fans de la génération Catch Attack et je pense que c'est une rivalité dont beaucoup se souviennent.
Et pour conclure cette vidéo, j'étais obligé de parler de la rivalité qui a tenu en haleine tous les jeunes fans qu'on était pendant la génération Catch Attack, la rivalité entre Jeff Hardy et CM Punk. Mais au-delà de son côté dramatique, dont on parlera à la fin, et des très bons matchs qu'elle nous a proposés, cette rivalité était aussi très bien écrite en utilisant des aspects de la réalité, et ce qui fait que c'est une des meilleures rivalités de la génération Catch Attack. La rivalité commence à Extreme Rules 2009, alors que Jeff Hardy affronte Edge dans un ladder match excellent pour le titre de champion du monde poids lourd. Dans un moment inoubliable pour tous les fans de Jeff, ce dernier parvient à décrocher la ceinture sous les yeux impuissants de Edge qui s'est retrouvé coincé dans l'échelle. L'ovation pour Jeff Hardy est unanime, et le corps meurtri par l'affrontement brutal dont il ressort, le charismatique Enigma célèbre sa victoire quand soudain, Mr. Money in the Bank CM Punk, qui avait décroché la mallette à WrestleMania 25, débarque et encaisse sa mallette sur le nouveau champion accompagné par les huées de la foule. Malgré la résistance de Jeff, Punk va l'attraper, lui placer un second GTS et arracher des mains de Jeff Hardy le titre de champion qu'il méritait tant. Le SmackDown suivant Extreme Rules, CM Punk explique ses actions sous les huées du public, disant qu'il a simplement saisi l'opportunité que lui offrait sa mallette, comme il l'avait fait l'année passée face à Edge, ce qui n'avait posé de problème à personne. Le champion sera interrompu par Jeff Hardy, qui va demander une revanche, mais Edge fera à son tour son entrée pour accuser Jeff d'avoir été chanceux à Extreme Rules et Punk de copier son attitude d'opportuniste ultime. Pour régler le problème, un match entre Edge et Jeff Hardy est organisé dans la soirée pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de CM Punk, qui sera aux commentaires pour le match. Le match va mal se finir puisque Edge va balancer Jeff Hardy sur Punk, ce qui poussera ce dernier à intervenir, causant la disqualification de Jeff, et un affrontement entre les trois hommes aura lieu dans le ring avec le champion qui prendra le dessus. Le general manager de SmackDown, Teddy Long, annoncera donc que le titre sera défendu lors de Raw dans un triple menace entre les trois hommes. Lors du Raw du 15 juin 2009, le match est donc organisé avec Jeff Hardy qui est le favori ultime et Punk qui n'est pas encore totalement heel mais reçoit une réaction partagée de la foule. Après un bon match, Jeff s'apprête à remporter à nouveau le titre sous les cris du public alors qu'il place sa Swanton Bomb sur Edge, mais alors qu'on espère tous que Hardy va réaliser une nouvelle fois l'exploit, Punk le tire hors du ring et le balance dans les escaliers avant d'aller couvrir Edge pour voler le match et conserver son titre. Malgré ça, c'est très loin d'être fini entre les deux hommes puisqu'ils vont continuer leur rivalité avec Punk qui va s'enfoncer dans son côté heel, insistant de plus en plus sur son aspect straight edge et en se moquant de Jeff Hardy. Pour régler tout ça, un match sera organisé entre les deux hommes pour le Bash 2009. Et justement, au Bash, Punk va continuer de jouer sur l'ambiguïté entre son côté heel et face, puisqu'après avoir reçu un coup dans l'œil, il va frapper l'arbitre qui sera donc contraint de le disqualifier. Mais cette disqualification va lui permettre de conserver son titre puisqu'un champion ne peut pas perdre un titre par disqualification. Jeff Hardy va donc accuser Punk d'avoir volontairement frappé l'arbitre, voyant qu'il ne pouvait pas le battre, mais Punk se défendra en disant que le coup était involontaire. Ce personnage de CM Punk qu'il va conserver lors du SmackDown suivant était très cool, mais à l'époque il me foutait hors de moi. Le fait qu'il lâchait ce genre de choses en prétendant que rien n'était volontaire et qu'il était un homme d'honneur qui ne trichait jamais, c'était insupportable. Et d'ailleurs, Punk va même jouer le mec généreux en offrant une revanche à Jeff Hardy à condition qu'il s'excuse pour le coup de coude qu'il lui a porté dans l'œil. Heureusement, Teddy Long officialisera le match pour Night of Champions sans que Jeff n'ait besoin de s'excuser. Et le même soir, alors que les deux hommes doivent faire équipe face à Jericho et Edge, CM Punk va prononcer cette phrase faisant référence aux addictions de Jeff Hardy. « Je sais que tu as très envie de me frapper, mais tu ferais mieux de faire ce que tu aurais déjà dû faire il y a longtemps, juste dire non. » La semaine suivante, lors du SmackDown du 10 juillet 2009, leur rivalité va prendre une autre tournure. Alors que Jeff Hardy est commentateur spécial pour le match entre Punk et le Great Khali, le champion du monde poids lourd va prendre le micro et lâcher une promo qui va tous nous marquer. CM Punk va trash-talker Jeff Hardy avant de sortir une bouteille. CM Punk va dire que cette bouteille est un médicament qu'il doit appliquer sur son œil pour soigner sa blessure et qu'il a obtenu son médicament avec une ordonnance du médecin. Il enchaîne en disant que Jeff s'y connaît bien dans ce genre de médicaments sous ordonnance, mais que normalement il faut les obtenir légalement, ce que Jeff semble avoir oublié. Alors que le public et Jeff sont choqués, Punk reprend en disant que ce médicament est la seule substance extérieure qui l'autorise dans son corps et que Jeff ferait mieux de s'inspirer de lui en adoptant un mode de vie propre, c'est-à-dire straight edge. Punk remue le couteau dans la plaie en rappelant que lui n'a jamais été suspendu, qu'il n'a jamais été en cure de désintox et que Jeff a autant de chances de le battre à Night of Champions que Punk n'a d'infraction à la Wellness Policy, 0. Cette promo va vraiment amener la rivalité vers un côté bien plus personnel puisqu'on sait tous que Jeff Hardy a de vrais problèmes avec les substances et que CM Punk de son côté est réellement straight edge, c'est-à-dire qu'il ne consomme ni alcool, ni drogue, ni cigarettes. Et on y est. Night of Champions 2009, CM Punk défend son titre contre Jeff Hardy. Mais avant le match, au début du show, Punk qui se faisait interviewer va prendre le micro et lâcher une nouvelle fois une promo absolument excellente critiquant Jeff Hardy et les fans pour leur mode de vie. Mais c'est parti. Avançons au main event, Punk contre Hardy pour le titre de champion du monde poids lourd dans le main event de
Night of Champions. Le match est plutôt bon, mais c'est pas le meilleur de leur rivalité, donc on va passer plutôt rapidement dessus, puisque c'est un match assez classique dans lequel Jeff Hardy va se faire détruire à plusieurs reprises, mais qui grâce à sa persévérance ne lâche rien et reste dans le match. Finalement, après que Punk ait tout tenté pour conserver son titre, y compris la fuite, Jeff lui place son Twist of Fate suivi de sa Swanton Bomb et le bat pour récupérer le titre de champion et conclure le show dans un moment de joie pour tout le monde. Mais bien sûr, Punk va vouloir sa revanche, qu'il obtiendra lors du SmackDown du 7 août 2009 avec Matt Hardy en Special Guest Enforcer qui va coûter le match à Punk après que ce dernier l'ait involontairement frappé durant le match. Mais puisque les deux hommes ne parviennent pas à régler leurs différends et que quels que soient les éléments ajoutés, il y a toujours un événement qui vient perturber le bon déroulement du match, Teddy Long annonce qu'à SummerSlam, Jeff Hardy défendra son titre de champion face à CM Punk dans un TLC match. Et ça y est, pour conclure cette rivalité, SummerSlam 2009, Jeff Hardy vs CM Punk, TLC match pour le titre de champion du monde poids lourd. C'est encore un match que je vous conseille de voir parce qu'on a des spots impressionnants avec notamment des prises du haut de l'échelle et des spots à travers des tables. Mais au-delà de ça, le match est vraiment cool avec pas mal de suspense, surtout qu'à l'époque, personnellement, j'avais aucune idée de qui allait remporter ce match et j'étais à fond pour Jeff. Et alors que Jeff Hardy a le dessus sur son challenger, il le place sur la table des commentateurs à l'extérieur, grimpe au sommet d'une échelle qui semble absolument gigantesque et sur le toit du monde, Jeff Hardy s'élance avec une Swanton Bomb et s'écrase sur CM Punk au travers de la table. Les deux hommes vont mettre un moment à se relever mais réussir à grimper en haut de l'échelle en même temps pour décrocher la ceinture. Et alors qu'on est tous en train d'espérer que Jeff fasse tomber son adversaire pour remporter le titre et enfin passer à autre chose, CM Punk frappe Jeff Hardy qui vient s'écraser au sol et il décroche ensuite la ceinture pour devenir le nouveau champion du monde. Je pourrais pas vous décrire ma déception en voyant ce résultat à l'époque. Après tous les risques que Jeff avait pris, je comprenais pas comment est-ce qu'il ne ressortait pas de ce match champion du monde. Heureusement, CM Punk va manger le karma avec l'apparition de l'Undertaker dans un moment excellent où il va échanger sa place avec Jeff alors que la lumière est éteinte. Ça fait aussi partie d'un des grands moments de la génération Catch Attack. Mais avant que Punk se lance dans sa rivalité face à l'Undertaker, il restait un match. Un match qu'on a tous vécu sur NT1 et qui en a détruit plus d'un et qui d'ailleurs en a éloigné certains de la WWE et même du catch en général. CM Punk contre Jeff Hardy dans un Steel Cage match pour le titre de champion du monde poids lourd, le perdant quitte la WWE. Je me rappelle tellement bien de ce match. Et même si je savais toujours pas à l'époque que les matchs étaient scriptés, je ne voyais pas dans quel monde ça ne se finissait pas bien. Pour moi, c'était impossible que Jeff Hardy quitte la WWE, il n'y avait pas de raison à ça, c'était sûr, Jeff allait récupérer son titre ce soir. Et c'est parti, CM Punk, Jeff Hardy, Steel Cage match pour le titre de champion. CM Punk va directement prendre l'avantage en attaquant Jeff pendant son entrée et continue de le passer à tabac avant d'enfin le placer dans le ring pour que le match commence. Tout le début du match va tourner autour des tentatives d'évasion de Punk qui tente le plus rapidement possible de s'échapper pour remporter le match mais se fait à chaque fois choper par le challenger. Les deux hommes sont encore marqués de leur guerre à SummerSlam et CM Punk qui vient d'empêcher Jeff Hardy de s'échapper par la porte se prépare pour le catapulter contre la cage. Mais Hardy en profite et il atterrit debout. Et avant que Punk ne s'en rende compte, Jeff a déjà grimpé et atteint le sommet de la cage. Allez, c'est fait. Mais non, Punk le rattrape et les deux hommes se battent sur la troisième corde. C'est Jeff Hardy qui parvient à prendre le dessus avec un coup de poing et Punk tombe se broyant les couilles sur la troisième corde avant de tomber au sol. Ça y est, à la seconde même où le public le comprend, tout le monde exulte. Hardy s'élance pour sa Swanton Bomb et touche la cible. Jeff va rester à la WWE et gagner le titre. Allez, il faut ramper, vite. 1, 2... Et non, le public hurle 3, mais l'arbitre n'a pas tapé au sol et Punk parvient à se dégager à une milliseconde de la défaite. Dans un moment excellent, CM Punk va ramper par la porte, mais Jeff Hardy le chope et retient le champion alors que CM Punk hurle « Je suis dehors », mais non, Jeff le tire à l'intérieur de la cage et le match continue. CM Punk reprend le dessus et part pour son GTS. Le public retient son souffle, mais Jeff Hardy le contre et place un Twist of Fate sous une ovation monumentale. Mais Jeff n'a plus de force. Il parvient à peine à ramper pour se mettre debout et commence à grimper pour sortir de la cage. Mais c'est peut-être pas trop tard parce que CM Punk lui aussi est KO alors que Jeff grimpe en haut de la cage. Jeff atteint le sommet, le public hurle, mais Punk se relève et le retient. Mais Jeff ne lâche pas, il se bat et enchaîne Punk de droite pour le sonner. Jeff passe ses deux jambes de l'autre côté et ça y est, il n'a plus qu'à se lâcher. Allez Jeff. Mais non, Punk le retient par la tête alors que les pieds de Jeff pendent au-dessus du sol et qu'il lui suffirait de se lâcher pour remporter le match. Mais Punk parvient à ramener Jeff et lui place une superplex impressionnante pour détruire les espoirs du challenger. Les deux hommes sont KO. Punk se relève en premier et grimpe en haut de la cage, mais rapidement, Jeff Hardy le rejoint. Hardy maintient Punk qui a déjà les deux pieds de l'autre côté de la cage et grimpe pour pouvoir avoir plus de force pour remonter son adversaire. Mais alors qu'il arrive en haut, Punk lui met un doigt dans l'œil, lui écrase la face sur la cage et le pousse avant de se suspendre au-dessus du sol pour finalement se laisser tomber et remporter le match. C'est fini.
Jeff Hardy doit quitter la WWE. Le public est en larmes et Jeff nous lâche une promo pleine d'émotions en promettant qu'il ne s'agit pas d'un adieu mais d'un au revoir, en nous promettant qu'on le reverra bientôt. Franchement, on était tous détruits de voir ça à la télé. Personnellement, je me rappelle que j'avais dû retenir mes larmes en voyant que mon héros devait quitter la WWE et qu'on ne le reverrait plus sur nos écrans. Avec Jeff hors de la WWE, la rivalité avec CM Punk venait de prendre fin, mais quel moment. Quelle histoire racontée par ces deux hommes et quelle fin tragique pour une rivalité si passionnante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Beaucoup m'avaient demandé une partie 2 et j'espère que les choix que j'ai faits concernant les rivalités vous ont plu. Si vous n'avez pas vu la partie 1 sur les meilleures rivalités, je vous invite à aller la voir et si vous avez des idées pour une partie 3, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire et également à vous abonner avec les notifications pour ne rater aucune vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aller voir le bouton like, de lui proposer de designer sa tenue pour le main event de WrestleMania, de le faire attendre jusqu'à la dernière minute et ensuite de lui sortir la tenue du Shockmaster. Vous pouvez également me rejoindre sur tous mes réseaux qui sont en description et notamment sur twitch.tv/MonsieurHawkin où je suis en live tous les dimanches et je suis probablement en live maintenant d'ailleurs. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.